les prescriptions que la société civile togolaise a adressées, bien sûr, au concept de la CEDEAO, précisément adressé à son président en exercice, Bola Tinubu, qui est aussi en difficulté depuis quelques jours. Alors, la société civile a encore saisi la CEDEAO dans ce sens pour voir, essayer de faire tout possible et ramener Faure Eswazona Gnassingbe, le chef de l'État togolais, à la raison. Alors, le 6 mai 2024, le président de la République togolaise a pris la décision de promulguer une nouvelle constitution faisant basculer le Togo dans une 5e république. Il a ainsi fait le choix illicite d'entériner le renversement du régime constitutionnel de la 4e République. Et cette entreprise menée à part grande, bien sûr, et également contre laquelle se sont relevées, bien sûr, plusieurs voix autorisées et dénotées par son caractère illégitime, illégal, non inclusive et non transparent, la volonté de perpétuation délibérée, bien sûr, d'un régime antidémocratique au sommet du Togo. Alors, telles sont quand même quelques phrasés de la lettre adressée par la société civile à la CEDEAO. Alors, Christ, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Gabriel, bonsoir à Malik à la réalisation, à la technique, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci une fois encore d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes là pour nous aider à comprendre la saisine, bien sûr, de la société civile faite par la CEDEAO qui a reçu déjà le courrier et se dit déjà penché là-dessus, malgré toutes les difficultés que le leader de cette institution de la sous-région a également. Alors, rapidement, le nouveau coup d'État du Togo, dans un contexte régional perturbé par une série de putsch, doit convaincre finalement la CEDEAO qu'elle ne peut plus faire l'économie d'une prise de position claire et ferme. Ce nouveau coup de force désagrège les fondements démocratiques de l'institution régionale, alerte le principe de constitutionnalité. Voilà. Tel est quand même les phrases. Et Chris, bonsoir. Une fois encore, merci d'être avec nous cet après-midi. Finalement, le Togo ne cesse jamais de se parler de lui-même. La société civile a bondi une fois encore. Au lieu que les partis politiques de l'opposition essaient quand même de donner leur ton, mais c'est la société civile qui essaie de saisir finalement la CEDEAO dans le sens de bien vouloir se pencher sur le changement de la République, de constitution, j'allais dire. Et puisque le Togo a fait son changement tout récemment, et la constitution nouvelle a été promulguée, le pays a quitté le régime république et tombe en régime parlementaire. Alors, l'opposition togolaise, la société civile et également d'autres couches d'organisation ont vraiment dénoncé l'action menée par le chef de l'État togolais et commence bien sûr à donner des réactions sur le terrain. Alors, Christ, si la CEDEAO est une fois encore saisie aujourd'hui, on se pose la question à savoir où est-ce que les Togolais vont finalement trouver des solutions? Oui, c'est une question pertinente. C'est encore un plaisir d'être là encore cette soirée et d'échanger, Gabriel. Bon, en fait, d'abord, il faut préciser que déjà le 18 avril dernier, il y avait eu déjà une saisine qui avait été faite par 13 partis de l'opposition du Togo, en plus d'un collectif de la société civile. C'était déjà le 18 avril dernier. Et c'était juste au lendemain de l'adoption, après la nouvelle relecture donc de la nouvelle constitution. Donc après l'adoption de la relecture donc de la nouvelle constitution, immédiatement il y avait des partis politiques, 13 en tout, en plus le collectif qui avait saisi immédiatement la CEDEAO pour demander un retrait pur et simple donc comment on appelle ça, de l'adoption de cette nouvelle constitution par le Parlement togolais. Donc la saisie dont vous parlez présentement, c'est la toute dernière là, celle du 20 mai dernier, qui a concerné particulièrement un collectif de la société civile du Togo. Donc qui a saisi, et là, non seulement elle a saisi la Cour de justice de la CEDEAO, mais elle a saisi également directement
le président en exercice de la CEDEAO, qui est Bola Tinubu. Oui. Donc, pour demander également, pour faire part, en évoquant donc 10 raisons qu'elle invoque, pour dire que ces 10 raisons donc, ne devraient justifier la requête, c'est-à-dire que de retrait carrément du Togo, de cette, c'est-à-dire qu'en fait, ils exigent que le Togo quitte, c'est-à-dire que la réforme qu'elle a faite, qu'elle quitte ce régime parlementaire pour revenir à l'ancien régime. Allô, Christ? Oh là là, nous avons une perturbation de la ligne du Christ. Et si les choses vont bien, nous allons le retrouver le plus tôt possible, mais bien avant. Alors, Christ, vous êtes avec nous? Voilà, sa ligne est un peu perturbée. Je crois bien qu'il va nous retrouver rapidement. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, le coup d'État militaire concrétisé par des officiers généraux des forces armées togolaises apparu à la télévision nationale au soir du 5 février pour assurer au président actuel d'évolution dynastique du pouvoir contre toutes les dispositions constitutionnelles. Alors, le coup d'État constitutionnel et institutionnel qui s'est ensuivi afin de légitimer bien sûr le putsch en procédant bien sûr à la modification le 6 février 2005 les articles 65 et les articles 144 de la Constitution et de l'article 203 du Code électoral permettant au ministre Faure Gnassingbé de réintégrer automatiquement le Parlement et de devenir président de la République togolaise. Alors, Chris, vous êtes avec nous? Oui, je suis bien avec vous. Voilà, mais la ligne a été perturbée. Et voilà, tels sont quand même rappels historiques, bien sûr, que dans la société civile, ils sont partis carrément consulter l'archive togolaise, précisément de l'année 2005, lorsque le chef de l'État, le feu Ezena Gnassingbé Yadema, était décédé. Et il a fallu trouver, bien sûr, un successeur. Et on avait eu quand même il y a un Togolais qui avait assumé l'intérim. Et après tout, c'est Faure Gnassingbé qui était venu bien sûr au pouvoir. Donc la société civile a bonne mémoire encore. Oui, évidemment. Et je ne sais pas, la ligne a été perturbée entre-temps lorsque je menais l'argumentaire sur le fait que, d'abord, il y a eu une saisine de la CEDEAO, de la Cour de justice de la CEDEAO, par 13 partis politiques. Je ne sais pas si c'est passé quand même, parce qu'il y a eu une perturbation de temps. Et les 13 partis, c'était déjà le 18 avril. Lorsque c'est ce que je menais comme argumentation au départ. Et je disais que puisque vous avez dit que apparemment c'est comme si c'était la société civile seule qui réagissait, et donc je voulais revenir pour rappeler que les 13 partis politiques, en plus de la société, d'un collectif de la société civile, avaient déjà le 18 avril dernier saisi la Cour de justice de la CEDEAO en demandant purement et simplement à cette Cour de justice d'annuler carrément ce passage du Togo vers un nouveau régime parlementaire. Et en ce moment, c'était juste le 18 avril, c'était le lendemain de la promulgation, pas de la promulgation, le lendemain de l'adoption de la Constitution qui avait été relue. Et alors que ces partis politiques-là, ces 13 partis politiques de l'opposition et un collectif de la société civile avaient donc saisi et la Cour de justice de la CEDEAO. Et voilà, tout dernièrement, tout récemment, donc le 20 mai dernier, on a là maintenant, c'est tout simplement un collectif de la société civile du Togo qui revient à la rescousse encore et qui demande à la CEDEAO. Mais là, avant, ce collectif a saisi non seulement la Cour de justice de la CEDEAO, mais elle a aussi envoyé une lettre directe au président en exercice. Au président en exercice de la CEDEAO, qui est monsieur le Nigérien et son excellence Tinubu Bola. Donc, en évoquant donc 10 raisons, et vous avez déjà cité certaines de ces raisons-là, qui ont été invoquées pour dire qu'ils veulent purement et simplement que la CEDEAO réagisse, que la CEDEAO ne permette pas ce que ce collectif appelle une forfaiture.
Le fait donc de pouvoir, le fait d'être passé en force, parce que quand on voit un peu la façon dont on a modifié cette constitution et que jusqu'à présent les gens n'ont même pas encore les textes, et moi qui suis en train de parler, je n'ai même pas encore un texte global de cette constitution qui a été finalement promulguée. Vous voyez. Donc tout ça là, c'est quand même assez amer. Et comme vous l'avez dit tout de suite, mais c'est normal, le collectif a tout l'historique. Le collectif ne peut pas se lever et aller faire, aller faire une demande, c'est-à-dire au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, sans avoir des arguments assez solides. Voilà pourquoi ce collectif, quand vous voyez même dans les 10 raisons qui ont été invoquées, vous allez voir que c'est des détails aussi qui remontent à l'histoire. Et depuis 2005 jusqu'à nos jours, et le collectif a soulevé assez de points, des points qui sont quand même assez clairs. Mais est-ce que ces points seront suffisants pour pouvoir permettre à la Cour de justice de la CEDEAO de se prononcer pour une intégration? Sûrement qu'on en reviendra dans la suite du débat. Donc, tout à fait. En l'état actuel, il faut reconnaître que quelque part, ça a salué ce geste donc du collectif donc de la société civile du Togo. Mais maintenant, la question est de savoir si vraiment le collectif de la société civile du Togo pourrait avoir véritablement comment on appelle ça, gain de cause. Gain de cause. Ça, c'est la grande question, puisque l'inquiétude est toujours sur tapis depuis fort longtemps. Alors, nous sommes joints au plateau par Moustapha Ezekiel Diatta. Moustapha, bonsoir. Allô, Moustapha? Oui. Gabriel, bonsoir. Voilà, merci. Vous venez de nous prendre, bien sûr, rapidement. Et vous avez aussi des documents, bien sûr, de la société civile togolaise qui a saisi la CEDEAO. Et finalement, en fait, aujourd'hui, l'inquiétude plane sur tapis, ce que vient de dire tout de suite Christ. On ne sait pas si avec la CEDEAO, la société civile togolaise trouvera gain de cause. Oui, je voudrais rappeler, d'abord Gabriel, vous me permettrez de rappeler avant d'arriver à votre question, que nous sommes le 25 avril, l'opposition togolaise avait écrit à la CEDEAO, vous vous rappelez de cela, et pour leur parce qu'ils ont jugé et ils ont estimé que la réforme constitutionnelle au Togo a été faite en l'absence d'un débat public préalable et d'un consensus politique. Donc ils ont saisi la CEDEAO pour dénoncer le manque de démocratie et de la bonne gouvernance du président Gnassingbé. Mais la question que je me pose maintenant, où en est cette lettre-là? Est-ce que la CEDEAO les a aujourd'hui répondu par rapport à cette première doléance qu'ils ont déposée sur les tables de Tinibou? Et la deuxième chose maintenant, pour répondre à votre question, Gabriel, oui, en lisant les détails de la lettre, on voit qu'il y a 10 points au moins qu'ils ont relatés, qui font que ils ont riposté contre le changement constitutionnel au Togo. Oui. Mais Gabriel, moi, je n'irai pas dans beaucoup de détails, mais je voudrais rappeler que la crise que traverse le Togo aujourd'hui date de 1967. Je ne cesse de le dire. Ça ne date que de 1967, où malheureusement le Togo a connu l'arrivée au pouvoir de la famille Gnassingbé. Et malheureusement, depuis cette période de 1967 jusqu'à en 2005, où le vieux est décédé et son fils a pris le pouvoir, la même chose se passe au Togo. C'est le bâillement de l'opposition, c'est le manque de démocratie et c'est la dynastie Gnassingbé qui dirige, et que l'opposition n'a jamais connu de victoire au Togo, ni législative, ni présidentielle, ni sénatoriale, ni je ne sais pas quoi dire. Donc par conséquent, moi je pense que le combat qu'entamait l'opposition togolaise au niveau de la CEDEAO, je crains qu'elle ne soit un combat vide.
Tout à fait, que ce ne soit pas un combat vide, puisque Christ, au fait, nous nous rappelons bien sûr dans les années de 2017 où Tipi Achadam a lancé bien sûr le mouvement politique au Togo et rapidement les partis politiques de l'opposition se sont retrouvés en association dénommée C14. Et la lutte rassemblait tous les Togolais, presque tous les Togolais. Finalement, pour parler, la CEDEAO avait intervenu et finalement la CEDEAO a demandé de surseoir toutes les marches, toutes les manifestations pour qu'on trouve quand même une solution à la table ronde. Il est rappelé qu'à la table ronde, la CEDEAO a fait laisser une feuille de route que tous les partis doivent respecter. Mais 5 sur 5 aujourd'hui, et cette feuille de route n'a pas été respectée et cela est fait quand même objet de dénonciation à plusieurs reprises par l'opposition togolaise et les sociétés, la société civile. Alors, Christ, maintenant, si c'en est ainsi, et aujourd'hui, malgré le comportement de la CEDEAO par rapport à la gestion des dossiers du Togo, aujourd'hui la société civile a essayé de tourner encore sa face vers la CEDEAO. Bon, est-ce que vous ne craignez pas aussi un délaissage? Oui, et Gabriel, merci pour votre question. J'aimerais quand même faire rappeler quelque chose. Lorsque Moustapha parlait, d'abord je dis bonsoir à Moustapha et bonne arrivée à lui. Et je disais, lorsque Moustapha parlait, il disait l'opposition n'a jamais gagné. En fait, j'avais voulu rappeler que dans l'histoire, en 1994 et 93, si je me trompe, lors des élections législatives, c'est l'opposition qui avait gagné. Et l'opposition avait eu la possibilité de pouvoir maintenir le pouvoir. Mais malheureusement, c'était à l'époque le quart de M. Yaouvi Agboibo, le bélier noir, et un certain Edem Kodjo de l'UTD, Edem Kodjo, et ancien secrétaire général de l'OIA, et qui est décédé, les deux ont décédé. Donc en fait, ces gens-là, ils avaient gagné. Malheureusement, il s'est fait que monsieur Edem Kodjo avait préféré jouer, comment on appelle ça, jouer au traître, en préférant maintenant faire plutôt une alliance à un certain moment avec le RPT. Et sinon, les partis de l'opposition à l'époque avaient eu un ascendant sur le RPT à l'époque parce que c'était une crise de entre les 90 et 94 que c'était un peu. Et oui, entre 90, il y a eu la conférence nationale souveraine en 92, et à l'époque, c'était vraiment une crise sur le RPT. Et en 94... Mais Chris, mon ami Chris, oui? Et c'est pourquoi je dis que l'opposition n'a jamais gagné au Togo, puisque quand vous gagnez et que le leader principal qui a gagné les élections législatives va rejoindre le parti au pouvoir, ce n'est pas de l'opposition, c'est le parti au pouvoir, vous comprenez? Oui, tout à fait. Oui, Chris, vous allez terminer bien sûr votre analyse. Oui. Oui, non, je disais que le parti, les deux partis étaient devant. Et donc, il fallait tout simplement que les deux partis puissent ensemble s'entendre pour pouvoir dominer, pour pouvoir être au pouvoir. C'est-à-dire en ce moment. Mais malheureusement, il y a eu quelqu'un qui a été traître. Et il a préféré s'allier au parti au pouvoir à l'époque. Sinon, ils avaient quand même gagné en ce moment. Le RPT était totalement en bas de l'échelle. En fait, c'est ce que je voulais souligner, préciser. Et montrer que, en fait, tous les problèmes, si aujourd'hui on a assez de problèmes, ce n'est pas seulement dû au parti RPT ou au parti uni, mais c'est aussi quelque part l'entêtement et un peu aussi l'ignorance des partis de l'opposition Togo qui n'arrivent jusqu'alors pas à laisser leurs égos de côté et à s'unir. Mais quand vous voyez un peu ce qui se passe en Gambie, je donne l'exemple de la Gambie où Yahya Jammeh a chuté du pouvoir. Yahya Jammeh a chuté parce que le nouveau président gambien était en coalition. Ils avaient formé une coalition de partis politiques pour qu'ils se sont unis. Et ils se sont levés d'un seul homme et ça a marché. Quand nous voyons ce qui se passe, par exemple, avec et même le PASTEF, avec les Macky Sall et consorts, au pays de Moustapha là-bas. Mais il y a eu aussi des coalitions.
pour se poser au parti de Macky Sall. Et ça a marché. Donc, le problème, c'est pas seulement le régime qui est là, mais c'est que les partis politiques de l'opposition se laissent toujours diviser par le régime. C'est pourquoi jusqu'à là, on est en difficulté. Mais maintenant, lorsque je reviens à votre question, où vous avez soulevé l'aspect de Tipi Atadam et consorts en 2017, il faut reconnaître que par rapport à l'intervention de la CEDEAO, il y avait quand même un élément qui avait été pris en compte, une des revendications de l'opposition. Et c'était grâce à cette révolution de Tipi Atadam. C'était quoi? C'était la demande à ce que les élections présidentielles se fassent à 2 tours. Et c'était depuis lors la conséquence donc de la révolution, la révolte dirigée par Tipi Atadam à l'époque. C'est ce qui a entraîné une modification de la Constitution, et particulièrement de cet article-là. Et on est passé maintenant à 2 tours au niveau du Togo. Et ça, c'était un aspect notoire qu'il faut relever, il faut préciser, parce que tout n'avait pas été, on ne peut pas dire que rien n'avait été fait. Cette révolution avait produit un fruit, et c'était ça. On pouvait maintenant au Togo, à partir de ce moment, avoir 2 tours lors d'une élection présidentielle, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et c'était déjà quelque chose de gagné. Malheureusement, encore une fois, les partis traditionnels de l'opposition, et particulièrement les gens comme la LC, ont plombé le C14. Je dis bien ont plombé parce que M. Jean-Pierre Favre, à qui Tipi Atadam, par respect, avait laissé le soin de diriger la C14, la coalition a malheureusement plombé la coalition. Vous voyez? Et aujourd'hui, si on a des problèmes, et s'il y en a encore des problèmes dans ce pays, c'est que quelque part l'opposition togolaise est moribonde. Sa responsabilité, oui. Bon, elle a une grande responsabilité. Regardez un peu, excusez-moi de retourner encore en 1999. Les élections législatives, l'opposition togolaise permet de ne pas aller sous prétexte que tout est déjà joué. Même quand bien même tout est joué en politique, il faut toujours oser. Parce que vous allez vous représenter le peuple. Et lorsque le peuple est avec vous, quels que soient les jeux qu'on peut faire, tôt ou tard, ça finira par finir. Nul ne peut croire que, par exemple, et ce qui est arrivé à Yahya Jammeh était un grand dictateur. Personne ne s'attendait à qu'il perde pour les élections. Mais il a perdu. Donc, c'est pour dire que quelque part, l'opposition togolaise a une lourde responsabilité aussi, quelque part, dans tout ce qui arrive en ce moment. Maintenant, quand je reviens à la question que vous avez posée, vous avez bien dit que est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un délestage? Parce que quand nous voyons un peu ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, mais c'est normal que quelque part, je me pose encore la question de savoir, c'est vrai, cette démarche que le collectif de la société civile du Togo a fait, c'est bon, mais est-ce que ça va produire des fruits? Quand nous voyons ce que la CEDEAO traverse en ce moment, la CEDEAO même est en crise, hein, et Gabriel Moustapha, vous le savez clairement, la CEDEAO est en crise. Elle-même, elle sait. Les dirigeants de cette CEDEAO-là, ils savent qu'ils traversent des moments très difficiles. Et présentement, je me demande, c'est-à-dire, je n'ai pas envie d'être à leur place, parce que je sais que c'est des moments sombres. Il y a beaucoup de casseroles que la CEDEAO est en train de traîner derrière elle. Quand vous regardez un peu, l'une des grosses casseroles que la CEDEAO traîne, c'est le cas de l'AES. Vous voyez, en janvier dernier, le Mali, le Niger, le Burkina Faso décident unilatéralement de quitter la CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire? Rien. Et à ce jour, rien du tout. La CEDEAO n'a rien pu faire. Je vais rappeler un peu ce qui se passe. Et vous rappelez le coup d'État de juillet 2023, si je me trompe, avec le Bazoum. Oui. Ce qui s'est passé avec le président nigérien Bazoum. Mais la CEDEAO a fait quoi? La CEDEAO a tempêté avec Tinubu Bola. Et bon, c'est président, on a tempêté qu'on va attaquer le Niger. On a demandé un retour constitutionnel, retour à la Constitution, qu'on rétablisse M. Bazoum dans son rôle de président. Tout ça. Mais tout ce tapage a donné quoi? Ça n'a rien donné. Tout ce tapage médiatique, on tourne autour, donc ça n'a rien donné. Juste pour dire que quand je donne ces quelques exemples-là, c'est pour dire que quelque part, je reste assez dubitatif
comme ça, des éléments positifs ou bien un avenir radieux. Ça dit qu'une réponse vraiment radieuse par rapport à cette demande qui a été faite par la société civile togolaise. Parce qu'entre-temps, la demande qui avait été faite le 18 avril dernier par les 13 partis politiques de l'opposition, en combinaison avec la société civile togolaise, n'avait pas trouvé gain de cause. Et tout dernièrement, mais jusqu'alors, on n'a pas de réponse. Donc, franchement, je me demande comment la CEDEAO pourra donner une réponse parce que ça sera vraiment c'est très complexe cette situation. Tout à fait. Et alors cela, Gabriel, cela me pousse à dire que quelque part, je pense que Chris me rejoint quand je dis que l'opposition n'a pas, en quelque part, n'a jamais gagné au Togo, puisque quand on gagne, on va rejoindre le pouvoir. Et c'est malheureux. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que Gabriel, je me pose la question à savoir, y a-t-il réellement une opposition au Togo? Puisque pour moi, le combat, ce n'est pas avec la CEDEAO, puisque la CEDEAO a fini par démontrer son incapacité historiquement à résoudre beaucoup de problèmes sociopolitiques, des crises sociopolitiques que l'Afrique a connues. Et pas les moindres. Nous avons le cas, comme Chris l'a dit, le cas du Mali, du Burkina, du Niger. Et voilà, nous avons vu la réaction de la CEDEAO. Et donc, pour moi, je me demande pourquoi est-ce que l'opposition du Togo a-t-elle encore saisi la CEDEAO au moment où Tenebou même, qui est le président, a des sérieux problèmes chez lui. Et il ne dort pas, il a l'insomnie parce qu'il y a le Boko Haram qui tape dur de l'autre côté. Il y a de l'autre côté de la rive où les syndicats du patronat, n'est-ce pas, sont en grève. On demande une augmentation de salaire de 27 000 quelque part CFA, ou d'autres demandent 40 000 de francs CFA d'augmentation de salaire. Et donc Tenebou est dans des problèmes et il ne dort pas. Et vous pensez que Tenebou va se concentrer plus sur le problème du Togo en laissant les problèmes de chez lui. Moi, je pense que l'opposition du Togo ferait mieux comme ce que Ousmane Sonko a fait, ce que Bassirou Diomaye a fait, ce que le PASTEF a fait au Sénégal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut provoquer, comme ils l'ont fait Macky Sall. Il faut le provoquer à aller au-delà. C'est-à-dire à l'exposer à l'international, des institutions internationales et aussi les institutions africaines. Et lorsque ces institutions internationales, les institutions africaines vont se lever contre lui, alors la diaspora togolaise qui se trouve aux États-Unis, qui se trouve en France, qui se trouve en Espagne, au Portugal, en Australie, peuvent regarder des jours communs à faire des marches internationales pour nous dénoncer la politique machiavélique de Faure Gnassingbé par rapport au changement de la Constitution. Mais si vous se cramponnez sur la CEDEAO, mais je vous le dis, Gabriel, la CEDEAO va leur faire perdre du temps et la solution à la crise que traverse le Togo ne va pas être solutionnée. Je donne un exemple. Lorsque Sonko a été emprisonné injustement, sa maison était barricadée par le pouvoir de Macky Sall. Ils ont saisi la CEDEAO. Non, ils n'ont pas saisi la CEDEAO. Mais normalement, c'était dans les prérogatives de la CEDEAO d'agir pour essayer de réglementer la situation à Dakar. Mais ils ne l'ont pas fait. Oumarou Embalo, qui était le président à l'époque, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Mais, donc, ça veut dire que la CEDEAO a des problèmes. Ce n'est pas la CEDEAO des peuples, mais la CEDEAO des chefs d'État. Et c'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président du Sénégal, est en train de faire le tour de l'Afrique pour qu'on puisse revenir à la CEDEAO d'antan, c'est-à-dire la CEDEAO des peuples qui va s'occuper des problèmes fondamentaux des peuples africains pour qu'on puisse... Oui, et donc au lieu de s'entre-amadouer entre les chefs d'État et refusant de faire le travail du peuple et de protéger leurs intérêts personnels et la protection de leur fauteuil présidentiel. Donc le peuple togolais. Et donc l'opposition togolaise a intérêt à se lever et à faire face d'une manière
pacifique, n'est-ce pas, au pouvoir de fort, provoquer fort positivement pour que l'international et l'Afrique puissent voir son état fort pour que on puisse le choper. Allô? Allô? Oui, oui, mais Chris, oui, on va continuer, Chris, mais qu'est-ce que vous pensez de ce que l'opposition togolaise est en train de faire, parce qu'on sait que dans une Afrique qui est en évolution vers des révolutions sociopolitiques, qu'attend le peuple togolais en réalité, par plus précisément l'opposition, au lieu d'attaquer toujours fort au niveau de la CEDEAO? Que devrait faire l'opposition? Oui, bon, en fait, vous aviez énoncé quelque chose, Mustapha. Et en fait, vous avez dit clairement que l'opposition doit provoquer Faure Gnassingbé. Mais c'est ce que avant de provoquer M. Faure Gnassingbé, d'abord, il faut reconnaître que le régime RPT uni est un régime qui est assez tentaculaire. Et pour arriver à pouvoir provoquer un tel régime, c'est qu'il faut être uni. La première et chose fondamentale à faire, c'est l'unité. Ça dit que sans unité, je vous dis, l'opposition togolaise ne pourra jamais pouvoir avoir son mot à dire dans ce pays. Quand vous connaissez, ça dit d'abord, avant d'affronter votre adversaire, il faut connaître suffisamment ses forces, ses faiblesses. Et lorsque vous connaissez, vous étudiez, vous maîtrisez ses forces et ses faiblesses, vous devez comprendre que vous devez vous mettre en ordre de bataille. Vous vous préparez suffisamment. Et la première préparation qu'il faut faire, c'est d'être unis. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition togolaise, elle n'a pas assez de ressources. Elle n'a pas assez de moyens pour pouvoir affronter directement l'ogre que représente le parti uni. Mais qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on n'a pas forcément les mêmes moyens qu'un géant? Il faut être malin. Il faut être malin. Christ, qu'est-ce que vous appelez moyens? C'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est des moyens économiques ou c'est des moyens intellectuels? Qu'est-ce que vous appelez par moyens? Exactement. Particulièrement, je veux parler des moyens économiques, les moyens financiers. Je vais être plus précis, les moyens financiers. Parce que quand vous voyez, quand on parle de politique, c'est aussi les moyens financiers. Si vous n'avez pas les moyens financiers qui suivent, vous aurez de sérieux problèmes. C'est pourquoi lorsque on est unis, avec le peu que chacun a, on pourra regrouper quelque chose, on pourra tout faire de façon consensuelle et ça va nous permettre d'atteindre plus facilement les objectifs. Mais lorsque étant seul, ça dit que lorsqu'on est dispersé, étant dispersé, on n'a pas forcément les moyens financiers qui conviennent pour nous permettre d'aller seul. Mais ça va marcher. Mais lorsque on est unis, et même chacun a peu, le peu que chacun a, il réunit cela, on peut finalement embrasser chacun une grande partie de la population et faire parler d'une seule langue, avoir un même langage. Et c'est ce même langage-là qui va nous permettre d'aller de l'avant. Par exemple, dans votre pays là-bas, Mustapha, qu'est-ce qui a permis à Sonko et Diomaye Faye de passer? C'est parce qu'ils ont eu à un certain moment, certains partis politiques aussi se sont alliés à eux. Et ils avaient un même langage. Le même langage, c'était de faire quoi? C'est d'abattre M. Macky Sall. Et finalement, ça a marché. La population a suivi. Mais chez nous, l'opposition est toujours divisée pendant plusieurs années. Et c'est ce qui fait qu'on a des problèmes. Il y a un certain Tiki Atadam qui, en 2017, a fait trembler le régime en place. Il est l'unique, et jusqu'alors, depuis que nous parlons des partis politiques au Togo, de l'opposition, c'est pratiquement l'unique élément qui a réussi à faire trembler le régime en 2017. Et c'est ce qui a fait que, par la suite, le régime uni pour les manifestations publiques de l'opposition. Donc, c'est pour dire que il faut l'unité. Si vous êtes et Moussa, voilà.
D'accord. Oui, autre chose, vous étiez en train de parler de la diaspora. Oui, la diaspora togolaise est évidemment vent debout. Et il y a eu plusieurs, comme vous voyez la diaspora togolaise en Allemagne, elle a réagi. La diaspora togolaise en Belgique, elle a réagi. Et il y a aussi quel pays là? En tout cas, déjà, vous allez voir, ils ont réagi depuis là, ils sont en train de réagir, ils ont des réunions par ici, par là, pour pouvoir manifester leur mécontentement. Et il y a un élément aussi que je dois jouer. Mais Chris, oui, Chris, au fait, vous touchez bien sûr les réactions de la diaspora, mais au fait, entre-temps, nous avons eu aussi, il faudrait quand même qu'on dise les quatre vérités, la division de la diaspora aussi nous est parvenue dans un temps donné. Et jusque-là, on ne sait pas si ce problème est réglé entre elles. Oui, évidemment, hein, comme vous l'avez dit, il y a la division aussi au sein de la diaspora togolaise. Et cela ne m'étonne pas parce que le régime uni est un régime assez tentaculaire. Et c'est pas un régime qui date d'aujourd'hui et ils ont beaucoup de membres aussi dans la diaspora. Et c'est normal que la diaspora soit divisée parce que jusqu'alors, l'opposition n'est pas unie. Si l'opposition était unie, elle devait avoir aussi une grande partie et elle devait avoir aussi une grande masse de la diaspora autour d'elle. C'est parce que l'opposition elle-même est divisée que d'autres membres de la diaspora ne veulent pas aussi composer avec cette opposition parce qu'elle la trouve comme une opposition assez fantoche. Et parce que lorsque vous êtes divisé, on ne vous prendra pas au sérieux. Et j'avais voulu ajouter un élément par rapport à ce que Moustapha a dit. Et c'est vrai, le Sénégal, l'opposition, ça a marché et la diaspora sénégalaise était vent debout, même si dans la diaspora sénégalaise aussi, il y avait certains qui étaient pour Macky Sall. Ça, il faut le reconnaître. Et qui défendaient forcément aussi le régime de Macky Sall. Mais qu'est-ce qui a sauvé véritablement le régime au Sénégal? Il y a une seule institution qui a fait basculer les choses. Si cette institution-là n'avait pas été républicaine, n'avait pas été une institution, je sais pas, qui a fait preuve d'honneur, d'honorabilité, ça n'a pas marché. Je veux parler de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle du Sénégal a joué un rôle fondamental. C'était à elle le dernier mot au moment où Macky Sall devait faire passer sa loi. Mais la Cour constitutionnelle, sa politique, oui, bien que la Cour constitutionnelle, parce que vous voyez, dans le régime du Sénégal, c'est comme aussi celui du Togo, en fait. En tout cas, l'ancien régime du Togo. C'est-à-dire, c'est un régime mi-présidentiel, mi-parlementaire. L'ancien régime du Togo. Donc, en fait, dans ce régime-là, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République a également, dans la constitution de la Cour constitutionnelle, le président de la République a le privilège de pouvoir aussi nommer lui-même un certain nombre aussi de membres à la Cour constitutionnelle. Ce qui fait que vous allez voir dans plusieurs pays qui ont ce régime-là, et comme ce régime-là, comme celui du Sénégal et l'ancien régime du Togo, vous allez voir que souvent, lorsque la Cour constitutionnelle doit se prononcer sur des situations assez délicates, très souvent, la Cour constitutionnelle a tendance à faire quoi? À se pencher vers la position du parti au pouvoir. Au pouvoir, tout à fait. Mais la Cour constitutionnelle du Sénégal, les magistrats, tous les membres de la Cour constitutionnelle du Sénégal ont été extraordinaires. Pourquoi je les ai extraordinaires? Parce qu'ils ont dit, même si certains parmi eux ont été nommés par Macky Sall, ils ont reconnu quelque part que c'est l'avenir du Sénégal qui est en jeu et ne doit pas se permettre de pouvoir trahir le peuple sénégalais. Donc, ils ont vu l'avenir du pays en jeu et non leurs intérêts personnels. Et j'ai salué ça. Parce que je vous dis, si la Cour constitutionnelle du Sénégal avait adopté, sinon avait considéré comme juste la nouvelle décision qu'avait prise le Parlement sénégalais, qui devait autoriser Macky Sall à pouvoir prolonger encore pendant quelques mois son mandat, vous allez voir que franchement, ça devait être une pagaille au Sénégal et on ne vivrait pas aujourd'hui ce changement-là qu'on a vu au Sénégal. Donc c'est pour dire que ce qui a basculé le tout au Sénégal, l'élément clé, ça a été la Cour constitutionnelle du Sénégal. Sinon, quel que soit le tapage que Macky Sall, et le PASTEF allait faire, les partis de l'opposition, si la Cour constitutionnelle sénégalaise
avait opté de marcher selon les intérêts de Macky Sall, je vous dis, rien ne bougera au Sénégal. Peut-être qu'on avait pas le sang couler sans que rien ne bouge. Tout à fait. Merci. Cette analyse est un peu pertinente. Oui, Moustapha, vous aimeriez ajouter je dis, et c'est pourquoi ça me reconforte quand je disais ici, je dis que le combat qu'a engagé l'opposition du Togo, ce n'est pas à la CEDEAO. Non. Le combat, c'est au niveau du Togo. La CEDEAO, des peuples. Oui, Moustapha, en fait, le combat n'est pas au niveau de la CEDEAO, c'est au niveau du Togo, mais il faudrait quand même aussi noter que au Togo, on a changé, on a testé, mais ça n'a pas marché. La population ne l'a pas laissé manifester et faire déclarer bien sûr ce qu'elle a sur son cœur, mais c'est carrément autre chose. Les corps habillés ont bloqué le pays. Oui, Gabriel, écoutez, moi je pense que le travail n'a pas été fait par l'opposition. Pour deux raisons. La première, c'est que si vous regardez au niveau de Ousmane Sonko, ils ont d'abord ouvert ce qu'on appelle une école de parti. Cette école de parti avait pour rôle de sensibilisation, d'aller vers la population muette, parce qu'il y en a, la population muette, qui ont déjà fait leur choix et qui ont les raisons de se taire et qui vont s'exprimer le jour des élections. Et donc, cette école de parti va vers cette population-là pour les informer de ce qui se passe, de la vision du parti. Pourquoi on voit une alternance jamais connue au Sénégal en 2024? Et puis aussi sensibiliser la jeunesse par rapport au projet que porte, n'est-ce pas, Pastef. Donc, depuis 2014, ils se sont éparpillés un peu dans le pays jusqu'à ce que les jeunes et les vieux ont épousé l'idée, ou si vous voulez, le projet PASTEF. Et c'est pourquoi Ousmane Sonko ne s'est pas arrêté ici. Il a voyagé à l'extérieur du pays, et en Afrique, et à l'Occident, pour parler avec des jeunes. Voyez-vous, et donc quand on sème le vent, Gabriel, on va récolter la tempête. Mais quand on sème l'esprit, on récolte la vie. Et donc, moi, je pense que l'opposition du Togo n'a pas encore, ou n'est pas encore prête à mouiller le maillot sur le terrain. Oui, pour mais moi, Moustapha, il y a aussi... s'il vous plaît, mais attendez, Gabriel. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre de côté Fort Nassimbe et aller sur le terrain. C'est-à-dire aller au combat sur le terrain, transpirer, et à l'intérieur et à l'extérieur du Togo, jouer, travailler à unifier l'opposition. Parce qu'en fait, Gabriel, vous ne savez pas, hein, mais nous qui sommes loin, on voit qu'il y a un séisme politique très profond au niveau du Togo. C'est surtout au niveau de l'opposition, et de l'intérieur, et au niveau de la diaspora du Togo. Donc moi je pense qu'il y a un travail très sérieux à faire, et très profond. Et si on ne réussit pas à faire ce travail-là, ça sera... Oui. Oui, en fait, on donne tort, bien sûr, à l'opposition, mais il y a aussi un aspect crucial que Christ a touché tout de suite, qui est l'aspect constitutionnaliste. En fait, la Cour, il a donné l'exemple de la Cour constitutionnelle du Sénégal. Le moment où Macky Sall aimerait faire passer, bien sûr, sa politique vaille que vaille, c'est la Cour constitutionnelle qui a brandi, bien sûr, sa ligne rouge, et finalement, Macky Sall s'est recadré dans son coin. Alors, si aujourd'hui au Togo, nous avons un souci, en fait, ce souci-là aussi, on pourrait quand même avoir une solution du côté de la Cour constitutionnelle togolaise, mais on voit que la Cour constitutionnelle togolaise est toujours focalisée derrière le pouvoir. Et qu'en dites-vous? C'est un problème d'éthique, de respect de valeurs et d'éthique au niveau de ces grands juges que compose le Togo. Je pense que la Cour constitutionnelle, le droit est plus âgé que Fort Nassimbe. Fort Nassimbe est circonscrit dans un territoire, le Togo, alors que la loi
n'a pas de frontières. Elle est au-delà du Togo. Et donc, le travail d'un juge doit dépasser le président de la République. C'est-à-dire, puisque elle est donnée au nom du peuple togolais, donc ils doivent quand même avoir la morale, la déontologie, l'éthique, n'est-ce pas, dans la proclamation de la loi du droit au Togo, voilà. et refuser de s'allier derrière Faure Gnassingbé. Parce que de toutes les façons, mais Faure Gnassingbé passe, mais les institutions restent. Par conséquent, dans l'histoire du Togo, sur le plan judiciaire, l'histoire marquera que la Cour constitutionnelle du Togo a pleinement joué auprès de Faure pour massacrer, pour emprisonner, pour disons, faire souffrir un peuple si grand, le Togo. Merci bien. Alors, Christ, vous avez touché bien sûr un aspect très crucial, très important, la Cour constitutionnelle. Vous avez donné l'exemple du Sénégal. En fait, au Togo, nous n'avons jamais vu une Cour constitutionnelle qui se penche derrière la population, bien derrière la société civile. Hein? Mais évidemment, c'est ce que Moustapha dit. Moustapha même, il a dit, et Moustapha dit bien, c'est une question d'éthique. C'est une question... Il faut se poser la question de savoir quelles sont les valeurs que nous avons. Qu'est-ce que nous avons à faire en tant que membre de la Cour constitutionnelle? Quel est notre rôle? Est-ce que nous sommes là pour conforter un pouvoir, ou bien nous sommes là pour dire le droit? Dire le droit veut dire qu'on doit être... Parce que quand on parle du droit, en fait, le droit ne devait pas se confondre à la politique. Mais le droit, c'est pouvoir dire ce qui est juste. C'est être équitable. Mais lorsqu'on n'a pas les valeurs d'équité, les valeurs de justice en nous-mêmes, mais on a des valeurs politiques en tant que magistrat suprême, ça ne va jamais marcher. Et il y avait déjà, si vous vous rappelez, il y a quelques années précédemment, il y a eu ce même cas, des juges constitutionnels également de la Cour constitutionnelle du Kenya qui avait joué un rôle extraordinaire également au Kenya. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Sûrement, en remontant dans l'histoire, Moustapha et vous-même Gabriel, vous allez vous rappeler. Et des juges du Kenya avaient joué un rôle aussi extraordinaire. C'est pour dire que, en fait, les juges constitutionnels sont un peu comme le baromètre. Ils sont ceux qui doivent redresser. Lorsque le pouvoir est en train de vouloir devenir trop gourmand, c'est aux juges constitutionnels de pouvoir les redresser, de pouvoir les recadrer. Mais malheureusement, dans un pays comme le Togo, tel n'est pas le cas. D'abord, pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Ce n'est même pas autant de M. Faure Gnassingbé seulement, mais c'est depuis M. Gnassingbé et M. Yadema que ça a été comme ça. Donc aujourd'hui, c'est une question de valeur. C'est une question vraiment d'éthique. Et je vais encore ajouter un aspect. Vous voyez, le problème du Togo est tellement profond. C'est vrai que l'opposition, on reconnaît que l'opposition a une lourde part de responsabilité, mais il faut aussi, sans oublier que le régime uni est en train aussi de les torturer sérieusement. Vous vous rappelez que, si vous vous rappelez, depuis un certain temps, particulièrement depuis 2017, les manifestations politiques étaient interdites. Forcément. Ça a été interdit. Et ce qui fait que lorsque Moustapha a soulevé un aspect en parlant du passé, il disait qu'ils ont commencé leurs travaux depuis 2014. Mais ce qui est très intéressant, parce que pour gagner, il faut commencer tôt la course. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas vous lever. C'est comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la fable de La Fontaine, où il parlait de la course entre la tortue et le lièvre. Oui. Je suis unir sur un lièvre. Et les partis de l'opposition au Togo, c'est des tortues. Je parle ça comparativement aux moyens financiers. Maintenant, quand vous êtes des tortues, que vous faites? Lorsque nous faisons cette fable entre le lièvre et la tortue de La Fontaine, mais la tortue a tout simplement été maligne en alignant tous ses enfants le long de la course. Pendant que le lièvre s'époumonait, le lièvre arrive à la fin, le lièvre se rend compte que non, c'est la tortue qui a gagné. Ce qui était vraiment quelque chose d'étrange et miraculeux. Mais c'est ça, tout est malin. Donc on n'est pas puissant, aussi puissant que notre adversaire, soyons malins.
Tout à fait. Maintenant, c'est vrai que lorsque vous êtes muselé aussi, parce que vous voyez que l'un des aspects aussi qui a muselé l'opposition au Togo, c'est lorsqu'on a interdit de partir, les manifestations. Or, lorsqu'on vous interdit toute manifestation, vous êtes totalement cuit. Vous ne pouvez même pas faire quelque chose. Même vous avez pensé tout dernièrement, avant les réponses d'élection, seulement pour avoir des conférences de presse, mais ça a été interdit. Il y a eu des soucis. Donc, je peux dire que tout à fait. Tout ça là aussi, ça fait que l'opposition togolaise est sérieusement menacée. Mais elle doit reconnaître quelque part pour se relever. Si elle veut renaître de ses cendres, il y a encore possibilité. L'espoir est encore permis. Mais pour que l'espoir puisse produire quelque chose de bon, il faut s'unir. C'est la chose numéro 1. Il faut que certains cadres, parce que dans ce pays, il y a certains cadres de l'opposition togolaise, qu'on appelle l'opposition traditionnelle, qui ne voient que les choses de façon radicale. Ils pensent que leur vision est pour la meilleure et ils ne peuvent pas s'allier à d'autres partis. Mais si ça doit être suivi comme ça, on sera pris dans les textes. Et entre-temps, c'est pourquoi, entre-temps, et Moustapha disait que quelque part aussi, la solution du Togo doit partir de nous-mêmes les Togolais. Parce que nous sommes dans une situation où la CEDEAO aujourd'hui, elle-même, elle a tellement de soucis que je vous dis que si le Togo même pouvait aider la CEDEAO serait contente parce qu'elle-même a trop de problèmes. Elle a trop de soucis. Voilà. Donc, donc, en fait, il y a aussi l'aspect de la diaspora qu'a touché Moustapha tout de suite. Mais bien avant, il y a certains téléspectateurs, youtubeurs qui essaient quand même de nous encourager en disant tout simplement, il y a Monsieur Nakorgou Talsoudi, c'est lui qui nous écrit tout simplement mes sincères félicitations pour votre combat, que Dieu vous garde contre toute forme de malheur. Alors, il y a Israël Tometi qui nous envoie également que soyez fortifiés pour la libération du Togo suite esclavage. Et également, il y a également Alafia Sina qui nous envoie quand même bien aussi ses coucous d'hommes et des mains de gauche à droite. Il y a également Teyi Somade Lawson qui nous envoie ceci. Agbayome mon supérieur Boduro et tant d'autres sont en route pour le Togo. Bon, on ne sait pas ce qu'il veut dire par là, mais nous tenons à remercier bien sûr ces téléspectateurs qui sont en direct avec nous en train de nous suivre 5 sur 5. Alors, Christ, maintenant, pour que le Togo réussisse, ou bien pour que la société civile togolaise réussisse aujourd'hui, il faut forcément une union entre la société civile togolaise, la diaspora togolaise et l'opposition togolaise. Est-ce que vous pensez que cette union pourrait être possible? Évidemment. Pour moi, Gabriel, je vois dans cette vie que tout est possible quand il y a la volonté. Tout est possible si on le veut bien. À des exceptions près, quand on a la volonté, on peut quand même réussir certaines choses. Et lorsque vous parlez, par exemple, de l'union entre la société civile du Togo, en plus de la diaspora et de l'opposition, la diaspora togolaise, voilà, et l'opposition, c'est possible. Mais il faut que ça commence d'abord au niveau de l'opposition. Il faut forcément que l'opposition soit unie. Si l'opposition arrive à parler un seul langage, je vous dis, la diaspora sera affectée. Et certains membres de la diaspora qui, parce qu'ils considèrent l'opposition togolaise comme fantoche, comme divisée, n'ont jamais pris cette opposition au sérieux, vont commencer par la prendre au sérieux. À partir du moment où elle se rendra compte que cette opposition est unie et elle a décidé de marcher et de marcher d'un même pas. C'est très important. Et vous allez voir que tout va aller comme sur des roulettes. Mais il ne faut pas ignorer le fait qu'il faut éviter aussi d'être très radicaliste avec le pouvoir uni. Parce que le pouvoir uni c'est un pouvoir stratégique. Je vous dis par exemple une chose. Est-ce que vous savez que par exemple au Bénin, on a limité le nombre de partis politiques au Bénin? Vous savez ça sûrement, Gabriel. Et Moustapha aussi doit le savoir. Voilà. Mais est-ce qu'au Togo, entre-temps,
Je vous dis, ils avaient voulu aussi limiter le nombre de partis politiques au Togo. Ils ont fait semblant que non, les partis politiques, on va les limiter. Mais quand vous regardez de près, en réalité, le parti uni va plutôt encourager d'une certaine manière la politisation des partis politiques. Parce que plus on aura des partis politiques, plus les partis politiques seront divisés, plus ils vont toujours régner. Est-ce que vous comprenez cette politique? On se sent quoi? C'est assez malin. Et le parti uni n'est pas bête. Il est très malin. On peut encourager toute la politisation, la division de l'opposition. Donc je dis, le doit être maligne. Elle arrête cette division. Elle arrête le radicalisme. C'est-à-dire que les positions tranchées, clivantes totalement là, non, il faut l'arrêter. Ça vous fait un peu. Je vous permets de donner même l'exemple de la Côte d'Ivoire. Entre-temps, si vous vous rappelez, à une certaine époque, M. Guillaume Soro était avec lui. Il était avec Laurent Gbagbo. Il a fait une union. Il s'est uni avec Gbagbo. À partir d'un certain moment, il a quitté Gbagbo pour finir avec, comment on appelle, l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, bon, malheureusement, aujourd'hui, il est en perte de baisse et il a dit de son pays. Donc, on peut dire que il a compris que c'est l'unité qui permet de gagner. Tout à fait. L'unité. Il faut franchement continuer. Les partis politiques doivent être unis, ce qui va affecter la diaspora et la société, comment on dit ça, le collectif, ou bien la société civile aussi sera unie. Et je vous dis, si on arrive à être unis, ça sera compliqué pour les partis unis de pouvoir finir par, de pouvoir régner pour toujours dans ce pays. Parce qu'il y a toujours fin, il y a une fin à toute chose, mais pour qu'il y ait la fin, il faut qu'on soit unis véritablement. Tout à fait. Voilà, vous gardez les contacts avec nous pour une conclusion. Alors, Moustapha, en fait, Moustapha, vous êtes avec nous? Bien sûr, Gabriel, j'ai bien écouté Chris. Voilà, est-ce que cette union entre la diaspora togolaise, l'opposition togolaise et la société civile, est-ce que ça pourrait être possible? Puisqu'aujourd'hui, il y a une division qui essaie quand même de les troubler. Et permettez-moi d'utiliser le mot plus fort que la division. C'est un séisme politique qui existe entre l'opposition. Moi, je pense que la première victoire face à Faure Gnassingbé, c'est de travailler à l'unité dans la diversité de l'opposition. Je vais m'expliquer. Et je l'ai toujours dit sur cette antenne. La division, l'unité dans la diversité. Vous voyez, je parle de l'exemple de la coalition qui a mené Abdoulaye Wade au pouvoir en 2000. Il y avait les Moustapha Niasse, il y avait les Dibo Leiteka, il y avait aussi d'autres partis politiques qui étaient autour de Abdoulaye Wade à côté d'Abdoulaye Wade face à Abdou Diouf. Et ainsi, cette force réunie, mais tout en respectant leur base, tout en gardant leur base politique, mais ils ont accepté pour l'intérêt commun de la nation de s'unir pour faire face à Abdou Diouf. Et cette unité et dans la diversité leur a permis non seulement de garder leur base politique, mais d'avoir une puissance, une énergie pour faire face à le parti qui a du père fondateur du Sénégal, Senghor. Ils l'ont bouté du pouvoir et Abdoulaye Wade est venu et c'est la première alternance de 2000. En 2012, il a fallu que Macky Sall au deuxième tour puisse aller chercher une coalition pour faire face à Abdoulaye Wade. Et une coalition d'unité dans la diversité tout en respectant bien sûr les autres partis politiques, leurs bases politiques, leurs membres, mais l'essentiel est l'intérêt du Sénégal en jeu. Ils se sont mis d'accord pour combattre Abdoulaye Wade. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, que l'opposition togolaise soit quand même, qu'on lui dise la vérité. La première chose à faire, ce n'est pas de fatiguer la CEDEAO en les écrivant des textes juridiques, en éclairant la Constitution, etc. Non, il y a ici le combat n'est pas du tout à 100% intellectuel. C'est un combat pragmatique. La deuxième chose que je veux dire, Gabriel, c'est que il faudrait qu'on arrive à travailler en profondeur
pour l'unité de l'opposition. D'abord, il faut qu'on cesse de dire que oui, l'autre, il est de tel parti, et sa vision et moi ne sont pas les mêmes. Et non, mettons d'abord l'intérêt du Togo et des Togolais en premier et essayons de bâtir notre unité autour de l'essentiel, ce qui fait l'essentiel des besoins de la nation togolaise. Et alors, on y arrivera. Mais quand vous voyez la diaspora aux États-Unis, les gens qui sont de l'opposition sont divisés, ils se tapent entre eux. Et voilà. Donc, vous allez en France, la même chose. Moi, je pense que quand même, il faut savoir ce que l'on veut. On va aller au pouvoir pour sortir Faure Gnassingbé. Donc, l'unité est obligatoire et ça ne peut se faire que par l'unité dans la diversité. D'accord, merci. Et Moustapha, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis et internautes, nous tenons à vous remercier également. Nous sommes pratiquement à la fin. Alors, Christa, votre conclusion maintenant. Ok, je vous remercie beaucoup, Gabriel. Bon, en fait, la société civile togolaise a envoyé une lettre à la CEDEAO. Certes, une action très intéressante parce que juridiquement, c'est une action correcte. Politiquement, c'est une action aussi correcte. Mais maintenant, c'est la solution. C'est la solution que la société civile attend. Est-ce que cette société civile-là, elle a la solution à laquelle elle aspire? Parce que de toutes les façons, le Togo appartient certes à la CEDEAO, mais le Togo est un État souverain. Et lorsque nous parlons de souveraineté, ça veut dire qu'il y a des limites. Même si quand les organisations régionales, même les organisations internationales et tout ça, ont des limites. Parce que chaque État a le pouvoir de ce qu'il veut, du régime politique qu'il doit adopter dans son pays. Et si cela compliqué à une quelconque institution de venir leur imposer ce qu'il faut faire. Donc c'est pourquoi aujourd'hui la CEDEAO est une institution qui a beaucoup de soucis. La preuve, même si, quand on se rappelle, la CEDEAO, lorsqu'elle devait arriver au départ au Togo, elle disait qu'elle venait pour une mission d'exploration relativement en réponse aux réformes constitutionnelles controversées. Mais étrangement, à un certain moment, la CEDEAO a changé d'avis. Elle dit que non, elle vient en mission d'information et d'évaluation. Vous imaginez, voilà. C'est que la CEDEAO est sincèrement en état formatique, si vous me permettez de le dire. C'est-à-dire elle est une formateuse en public. Donc, aujourd'hui, nous, en tant que la société civile du Togo, je vais faire un effort pour entrer en discussion également avec l'opposition togolaise pour qu'on puisse arriver à former une unité. La première des solutions est la base de socle de quelconque changement pour les années à venir et qui est une unité. Et que de cette unité, on fait une unité à et petit à petit, on peut déjà pouvoir réunir les petits moyens, aller sur le terrain, aller dans les hauts de du Togo, commencer par parler aux gens d'un même langage, parler aux gens, sensibiliser les gens sur la nécessité du changement, parce qu'il faut qu'on voit d'autres faire pour voir comment le pays est tout avancé. Les mêmes personnes faire les mêmes choses, bien évidemment, donc, il faut aussi qu'on voit d'autres donner aussi leur expertise pour que les choses puissent avancer quelque part. Donc, c'est important qu'on passe à l'union, qu'on soit vraiment un, et par là, on pourra avancer. C'est comme ça qu'on pourra trouver une solution qui sera une solution assez authentique pour ce pays-là. Donc, si ce pays à CEDEAO, attendre de l'Union africaine et consort, ou même de l'ONU, ce sera assez compliqué. Voilà ce que je peux dire. Merci encore à vous, une fois Gabriel. Merci à Moustapha. Merci à Malik et à tous les téléspectateurs. Merci bien. Et Christa Adjola, en direct depuis Lomé au Togo. Merci de nous avoir donné quand même beaucoup d'explications concernant la situation politique au Togo. Alors, Moustapha, votre conclusion? Ma conclusion, c'est que
l'opposition du Togo doit savoir que la crise politique que traverse ce pays, qui n'a été créée que par elle-même, cette opposition, est un séisme ou un cataclysme politique qu'il faut sérieusement prendre au sérieux et travailler à une unité dans la diversité, et je dis bien l'unité dans la diversité de l'opposition au Togo, mais aussi au niveau de la diaspora, puisque vous savez que, je dis souvent, lorsque il y a la division dans l'opposition ou dans un parti, très souvent quand on fait des sorties, on ridiculise non seulement notre pays, mais aussi notre nation. Et par conséquent, l'ensemble du territoire togolais est exposé au monde entier. Donc c'est important pour que l'opposition togolaise puisse s'asseoir sur la table pour exposer les problèmes et parler cœur à cœur, s'ouvrir et débattre en profondeur les clivages entre l'opposition et à l'intérieur et à l'extérieur du Togo, et en respectant la diversité. Et voilà, quand on va revenir, quand on aura cette victoire, alors le combat contre fort sera très simple, comme de l'eau qu'on vous sert à boire au Togo. Merci bien, Moustapha Ezekiel Diatta. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique de l'autre côté, correspondant de Tempo Afrique TV en direct depuis Dakar au Sénégal. Merci également à Christa Diola, qui est communicateur également en direct depuis Lomé au Togo. Et je vous rappelle que nous émettons depuis les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis internautes, ainsi parfait ce nouveau numéro dans le Tempo focalisé sur le Togo, sa politique qui tourne bien sûr aux deux envers. Nous allons y revenir si les choses vont bien. Alors Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation, la mise en onde. Je suis Gabriel Adona, la présentation. Nous vous retrouvons demain à partir de 18h.